Les chances que cela arrive sont très minces. Et même si cela se produisait, qui a dit que sous la torture, le coupable ferait ses aveux? Si c'est vraiment un fanatique, il préférera mourir plutôt que de se confesser. Peu après la diffusion des photos d'Abu Ghraib en été 2004, un sondage révèle que 35% des Américains sont favorables à la torture dans certaines situations, même après avoir vu les photos. Cela prouve bien qu'un grand nombre d'électeurs sont devenus partisans de la torture, ce qui permet à l'administration Bush de violer la loi et les traités en toute impunité, sans scandaliser l'opinion publique. Dans une émission de radio conservatrice, le vice-président américain Dick Cheney défend ouvertement la pratique du supplice de l'eau. On n'admet pas la torture, mais attention, ils ont leur propre définition de la torture, très différente de la nôtre. Durant les élections de 2006, l'administration Bush fait campagne pour ces techniques violentes que le reste du monde considère comme des actes de torture. Bush et Cheney profitent du sentiment d'insécurité des électeurs et des politiciens. Si le Congrès ne leur donne pas le pouvoir d'agir si nécessaire, comment assurer la sécurité des Américains? In addition to the terrorists held at Guantanamo, a small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned outside the United States in a separate program operated by the Central Intelligence Agency. Some ask, why are you acknowledging this program now? Some believe our military and intelligence personnel involved in capturing and questioning terrorists could now be at risk of prosecution under the War Crimes Act, simply for doing their jobs in a thorough and professional way. This is unacceptable. Le président est tenu de divulguer son programme de détention secrète de la CIA depuis que la Cour suprême a décidé de limiter ses pouvoirs en temps de guerre. Dans l'affaire historique de Hamdam, elle a statué que les interrogatoires et les procès des terroristes devaient être régis par les conventions de Genève. This debate is occurring because of the Supreme Court's ruling that said that we must conduct ourselves under the Common Article 3 of the Geneva Convention. And that Common Article 3 says that, there will be no outrages upon human dignity. It's very vague. What does that mean? Do you believe that the use of testimony, which is obtained through techniques such as waterboarding, stress positions, intimidating use of military dogs, sleep deprivation, sensory deprivation, forced nudity, would be consistent with Common Article 3? Well, sir, I think most importantly, I can't imagine that such testimony would be reliable. Mr. Attorney General, do you believe that statements obtained through illegal, inhumane treatment which should be admissible? Senator, well, again, I'll say this. The concern that I would have about such a prohibition is what does it mean, how you define it. Et qui peut en donner la définition? Le gouvernement Bush présente un projet de loi allant à l'encontre des limites fixées par la Cour suprême. Dit légalement, leur but était de se débarrasser de la Constitution et d'en réécrire une nouvelle. Mais vu que c'était impossible, ils ont introduit une nouvelle interprétation de l'ancienne Constitution, stipulant qu'en temps de guerre, et une guerre peut être éternelle, l'exécutif est tout-puissant. Le Congrès accepte la plupart des requêtes du président, lequel s'engage à respecter les conventions de Genève aussi longtemps qu'il peut les interpréter et les appliquer comme il l'entend. Certains détenus de Guantanamo seront jugés, mais d'autres se verront refuser l'habeas corpus, une règle de droit fondamentale pour contester leur détention. En vue de se présenter aux élections présidentielles, même le sénateur McCain vote en faveur du projet de loi, l'administration Bush l'ayant menacé de le discréditer auprès des électeurs conservateurs.
Buried deep inside this legislation is a provision that will pardon President Bush and all the members of his administration of any possible crimes connected with the torture and mistreatment of detainees, dated all the way back to September 11, 2001. At least President Nixon had Gerald Ford to do his dirty work. President Bush is trying to pardon himself. Les soldats en première ligne, eux, ne sont pas graciés. Lors de mon procès, j'étais désorienté. Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. J'étais complètement perdu. Tout ce que j'ai compris, c'est que je risquais une longue peine de prison. J'ai été condamné. On m'a envoyé dans une prison militaire. J'ai perdu mon travail. J'ai été renvoyé pour comportement violent, ce qui m'a empêché de trouver un nouveau poste dans mon domaine. Financièrement, ça m'a ruiné. Je suis content que tout soit fini. Je vais pouvoir tourner la page. J'ai dû plaider coupable pour agression et pour 2 chefs d'accusation de manquement au devoir. En échange, ils m'ont promis de ne pas me condamner à plus de 4 mois de prison ferme. Au lieu de dépenser de l'argent inutilement pour ce procès, on aurait pu s'en servir pour améliorer la doctrine militaire et s'assurer que les soldats qui vont au front disposent d'un équipement et de directives appropriées et qu'ils connaissent parfaitement les nouvelles règles et leurs responsabilités. Lorsqu'un détenu est violenté ou qu'il affirme l'être, il faut désigner un coupable. Et ce n'est certainement pas un gradé qui va porter le chapeau. Aucun officier n'a jamais été condamné dans l'affaire Dilawar. Après son service à Abu Ghraib, le capitaine Caroline Wood obtient un poste à l'école de renseignement militaire de Fort Huachuca, en Arizona. Que peut-on en déduire? Quelles sont les intentions du haut commandement? Ne pas éradiquer les actes de torture, mais les perpétuer. Il est fort probable que l'on soit confronté à d'autres attaques terroristes et que d'autres Américains meurent. Mais prétendre qu'on est obligé de torturer les détenus pour ne pas mettre en danger la vie des Américains, c'est contraire à nos valeurs les plus nobles et à la sécurité de notre pays. On se bat pour protéger des vies, mais aussi pour protéger des principes. Disons qu'entre la guerre en Afghanistan, Guantanamo et la guerre en Irak, on est arrêté 50 000 personnes. Pour moi, moins de 1% étaient des terroristes. Y avait-il des insurgés? Oui. La plupart des détenus, notamment en Irak, allaient-ils devenir des insurgés après leur détention? Sûrement. On m'a kidnappé, enlevé, emprisonné à tort, torturé, menacé de subir des sévices plus violents, sans chef d'accusation, sans procès. Beaucoup de soldats m'ont dit après, de toute façon, même si tu n'étais pas un terroriste en arrivant, tu le seras sûrement en repartant, vu ce qu'on t'a fait subir. Les préjudices causés sont considérables. Les fanatiques qui ont sali cette religion n'attachent plus du tout d'importance à la vie. Et on finit par se dire, s'ils ne tiennent pas plus que ça à la vie, l'attentat du 11 septembre en est la preuve, qu'ils aillent au diable. Tous les moyens sont bons. Tous les habitants du village se recueillent sur la tombe de Dilawar. On prie tous pour que son âme repose en paix. Au cimetière, je prie pour lui et tous les autres. Ce que je voudrais dire aux Américains, que mon frère était innocent. Ce n'était encore qu'un enfant, et ils l'ont tué. Depuis sa mort, je n'ai plus goût ni au thé ni à la nourriture. Je n'ai plus goût à rien. Un jour, vous partez travailler et vous vous faites tuer sur la route. Imaginez la souffrance de vos enfants et de votre femme et la souffrance de votre père.
En fin de compte, ce n'est pas surprenant que Dilawar, la victime, soit oubliée. Son nom était à peine mentionné dans les procès. On n'a jamais vu de photo de lui. Personne n'a jamais parlé de la femme et du fils qui ont perdu un mari et un père. Il a été complètement évincé de l'histoire. Dilawar ne pouvait pas travailler dans les champs. Il a donc décidé de devenir chauffeur de taxi pour ramener de la viande et des pommes de terre tous les soirs. Beaucoup de personnes continueront à être confrontées à ces horreurs si on n'agit pas. Mais une seule victime suffit pour marquer les esprits. Les valeurs américaines sont fondées sur la notion de dignité humaine et le caractère sacré de chaque individu. La légalisation de la cruauté comme politique officielle revient à dire que nos ancêtres se sont trompés sur ces droits inaliénables. Les Américains se plaisent à croire qu'ils ont plus d'éthique que les autres pays du monde. Ils essaient de se persuader que c'est la vérité. Cette histoire leur a vraiment ouvert les yeux. Je ne sais pas comment les Américains vont réagir. Beaucoup doivent se dire « c'est différent maintenant. Depuis le 11 septembre, il n'y a plus de gentillesse possible. On doit être sans pitié. » On verra bien comment les choses évolueront. Et vous, qu'en dites-vous? Ce sont des conneries, franchement. On doit s'efforcer de continuer à agir le plus humainement possible. Il est absolument inconcevable que les plus hautes sommités de l'État, Rumsfeld, Bush et Cheney, aient non seulement toléré les actes de torture, mais qu'ils les aient aussi encouragés. Voilà qui a détruit ma foi dans le gouvernement américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, où j'ai également servi, nous étions convaincus de combattre du côté des bons, qu'aux États-Unis, justice était toujours rendue, qu'on y traitait les gens correctement et que la loi valait pour tous. Cela, on l'avait toujours en mémoire. Et même en temps de guerre, la loi était l'instance devant laquelle chacun s'inclinait. On y croyait. C'était ce qui distinguait l'Amérique.